Tu me dis si c'est trop long, hein, je ne savais pas trop le format. On fait au rythme de la vie. On fait au rythme de la vie. Intertexte. Isée. Un podcast animé par Arthur Ségard. Merci de m'accueillir chez toi ou de venir dans ce podcast. Alors, donc ça va être une petite traversée de ta subjectivité. Donc, je vais juste rappeler le principe, c'est que tu vas me parler de plusieurs textes. Donc, d'abord, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais aimé avoir écrit, un texte à offrir et un texte dans lequel tu aimerais vivre. Et ensuite, bon, une petite carte blanche pour finir. Voilà. Et avant ça, pour lancer un petit peu la conversation, donc comme je te disais, j'ai pas tellement envie de présenter mes invités, surtout des personnes comme toi qui font plusieurs choses à la fois, qui ont plusieurs activités, plusieurs plusieurs cordes à leur arc. Et donc voilà, donc je t'ai amené mon petit jeu de cartes Bristol sur lesquelles j'ai inscrit des citations. Donc voilà, tu peux, si tu veux, peut-être mélanger un petit peu comme... Et après je vais en discuter, c'est ça ? C'est ça, comme un tarot divinatoire. Non, pas tout à fait. J'espère que ça va être la diseuse de bonne aventure. Alors. C'est ça, on espère que ce sera sous un bon signe. Alors, c'est une citation de Que je t'aime. Donc c'est Gilles Thibault par Johnny Hallyday. Alors la citation, c'est « Dans l'ombre et la lumière, dessine... » Tu veux que... Ouais. C'est mon écriture qui est compliquée. C'est « Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. » Voilà, que je t'aime, etc. Oui, une chanson bien connue qui, pour moi, peut m'évoquer certaines nuits un peu alcoolisées. Quand justement on ne se soucie plus de chanter forcément dans les bonnes tonalités. Après, je ne suis pas une grande fanatique de Johnny Hallyday, je dois l'avouer. Mais Que je t'aime finalement vibre aussi en moi. Évidemment, ça me fait penser à la personne avec qui je partage, disons, ma vie en ce moment. Je pense notamment à la première phrase, quand l'ombre et la lumière, sachant qu'on vit une période entre ombre et lumière, c'est vrai que ça résonne assez bien, c'est entre grande joie et deuil en ce moment, et je cherche les îles au trésor, pour cette personne, et j'apprends cette place de conseillère et de roc, finalement, c'est moi la montagne qui est sur son corps, j'espère, et lui offrir le refuge des forêts et des îles au trésor. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si c'est en guise de présentation, mais en tout cas, la présentation pourra se poursuivre par les livres et les textes surtout que j'ai choisis. Alors, quand tu m'as proposé ça, il y a un certain nombre de textes qui me sont venus en tête. Après, évidemment, je suis un peu toujours désemparée, moi, quand on me dit « Ah, donne-moi les 5 titres de tes films préférés, tes artistes, tes musiciens que tu écoutes chaque jour. » Enfin, finalement, c'est là où c'est le plus difficile, je trouve, de les citer immédiatement. Et donc, je me suis un peu baladée dans ce qui me tient encore à cœur, qui est la bibliothèque, qui, au fil des années, c'est un peu épaissi chez moi. Et je vais commencer par un texte que j'ai lu assez récemment, donc, puisque la première question, c'est le texte qu'on a trouvé beau récemment. Et moi, c'est un texte d'un poète qui s'appelle Christian Bobin, qui peut-être est malheureusement trop peu connu, donc voilà, ça me tient à cœur de le mettre en avant. Et c'est au départ le titre qui m'a intéressée parce que ça s'intitule « L'homme du désastre » et comme tu disais, une de mes multiples activités, c'est notamment d'écrire une thèse, d'être censée écrire une thèse sur notamment le concept de catastrophe plutôt, et justement en quoi il se sépare ou rejoint celui de désastre. Et quand je voyais cet homme du désastre découvert pendant la pandémie, voilà, évidemment mon œil a été attiré. Et la deuxième chose, c'est que ça
été publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle Fata Morgana, qui s'est spécialisée un peu dans la trouvaille de textes de cet acabit, parfois d'auteurs très connus, mais de textes qui le sont beaucoup moins, et que m'a fait découvrir un bon ami, Simon. Tout ça relie aussi le fait que pour moi, c'est les livres, les textes, l'amitié, l'amour et le désastre qui peuvent se lier. Et c'est un court livre, un recueil de poésie en prose qui s'intéresse à la figure d'Antonin Artaud, mais d'une manière très très personnelle, mais il lui est vraiment adressé, et je vais notamment vous lire un petit extrait. Le texte est long, mais juste pour vous donner un peu le ton. Et je trouve déjà le titre magnifique, puisque c'est « L'offrande faite au ciel creux ». Antonin Artaud, c'est l'impossible que vous exigiez. Il vous revenait de droit, du très haut droit de votre naissance sur la terre peinte en or. Vous cherchiez la vie innocente, la vie au sang de neige, et votre voix, pour l'appeler, était celle d'un enfant de 5 ans, perdu sous l'orage. Qui donc nous abandonne ainsi? Qui donc nous fait défaut quand les lumières du jour se retirent, lorsqu'il nous faut entrer dans la grande nuit de l'âge, dans cette désolation des sociétés, des familles et des noms? Notre enfance poussait sous un ciel courbe. L'éternité, alors, était notre humble servante. Elle nous conduisait dans les hautes profondeurs du songe, elle guidait nos premiers pas dans l'infini de chaque jour. Dans la fraîcheur du soir, elle fermait les fenêtres, rapprochait un chagrin, renversait un peu d'encre sur les épaules de l'enfant taciturne. La mère, venue à pas léger du fond de sa fatigue, nous emportait à l'étage, enroulant les bandelettes du sommeil autour de nos bras nus, soufflant sur nos paupières pour s'y faire envoler un rouge-gorge. En ce temps-là, la substance du simple était celle de l'éclair. À nos premières questions, qu'est-ce que mourir? Qu'est-ce que l'hiver? Qu'est-ce que demain? Il n'était pas répondu autrement que par un clair sourire. Nous n'aurions jamais d'autre réponse que celle-ci, suffisante, que cette lumière d'un visage, que ce sourire. De l'aube et quelques pauvres chansons de nourrice, dissuadant la nuit alentour. Un ange dormait au fond de l'encrier, un peu de lait entre ses poings serrés. Sur le chemin des heures, l'enfant et le Dieu allaient du même pas, trébuchant dans l'ombre, chutant dans l'infinie jouissance d'une langue immédiate, où chaque mot valait pour un astre, où chaque phrase saluait un royaume. Et ce sourire, et cette chanson brûlée comme une promesse, qu'avait-il d'autre à faire sur cette terre, le petit écolier penché sur ses devoirs, sinon la bouleverser toute par un amour fiévreux en ses marges, ébloui en son centre. L'enfance était captive d'un songe. Passant sans passer, les heures de solitude étaient les heures éternelles. Aucune ombre ne les tachait sur le cadran solaire. Sans doute était-ce là ce qu'autrefois désignait l'austère imprécision du mot de grâce. Une couleur du ciel, éparpillée dans le sang. Les ailes du bleu, battant sous les tempes. Mais avec le silence soudain trop grand, nous nous retournions, et c'était pour ne plus rien voir. Tout nous avait été confié, tout nous avait été repris. La servante était morte, sans doute du fait de notre négligence. La craie cassée entre les doigts, quant au ciel, il n'était plus rien qu'un regret, à peine une idée. Restait à oublier, à vivre dans cette indignité des raisons et des calculs, ou bien à nous entêter, cherchant inlassablement ce qu'une noire mélancolie recouvrait désormais. Enfance, enfance, tout recommencer, et chaque seconde soit une rose pure, en train de jouir sous le ciel en ruine. Bon, j'arrête là, évidemment ça continue. Et qu'est-ce que ça t'a appris du désastre, ce texte? Pour moi, là, c'est un des désastres qu'on a tous vécu, toi comme moi. C'est le désastre, pour moi, de la perte de l'enfance. Et que, par plein de... Ce désastre-là. Ouais, c'est ce désastre-là, en tout cas pour moi, parce que c'est finalement ce qu'on peut chercher à racheter ou à reprendre par bien des moyens que peuvent être justement l'art, la littérature, certains petits plaisirs de la vie, mais ça va pour moi avec le désastre de la fin de la première fois. Et ce texte me rappelle aussi la puissance de frappe en fait de la poésie. J'ai tendance à lire de la poésie par période. Et là, ça a été une sorte de plaisir fou de redécouvrir cette langue fourmillante et
ce pouvoir, cette déhiscence des images. Et la poésie, plus qu'un autre genre, ça permet de mettre en forme le désastre ? Je pense que le désastre touche tellement à quelque chose d'insondable, d'inénarrable, qu'il faut prendre des biais qui ne sont pas forcément narratifs, mais qui le relèvent plutôt de la sensation, de l'impression, où le son fait sens, où il y a des possibilités en tout cas de figurer l'infigurable dans les mots qui me semblent plus forts dans la poésie. Moi, je travaille plutôt sur les images, pour le coup, cinématographiques ou qu'on voit désormais partout sur nos écrans. Et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est justement la pauvreté de l'image qui simplement cherche à documenter ou à choquer. Et ce que je trouve beau avec la poésie, c'est finalement comment on traite du négatif. Enfin, c'est quelqu'un comme Annie Lebrun qui a beaucoup étudié ça dans un texte qui s'intitule « Perspectives dépravées ». Et dans beaucoup d'autres de ses ouvrages, à savoir comment en fait un des grands désastres également, si on veut jouer avec les mots, c'est de ne plus utiliser toutes les ressources de ce formidable outil qu'est la langue, et que la poésie est un moyen d'atteindre le sublime, le négatif en nous, qui me paraît en effet assez spécifique par rapport à d'autres genres. Et tu fais quoi comme distinction, toi qui es spécialiste de ces sujets, entre catastrophe et désastre ? Je pense que dans le mot de catastrophe, il y a aussi une idée potentiellement plus positive que celui de désastre, à savoir la catastrophe, c'est la dernière strophe du poème, et ça peut aussi signifier révélation. Et je pense qu'il y a une sorte d'ouvroir dans le terme de catastrophe qui n'est pas présent dans celui beaucoup plus pesant de désastre. C'est une des différences que je verrai. Après, si on veut jouer avec les langues, en anglais, on dit disaster ou disaster movies plus que film catastrophe. Et il y a le mot astre aussi dedans qui est magnifique. Et donc, il peut y avoir aussi peut-être un sens comme le terme de désir ou autre, où il y a la quête de l'étoile et de la fin de l'étoile dans ce désastre-là. Mais en tout cas, dans la langue française, telle qu'on l'utilise, catastrophe et désastre, moi je verrais une part plus positive dans catastrophe, potentiellement. Le texte qui parle le mieux d'amour. Alors là, c'est un extrait d'un film de Stache qui s'appelle La maman et la putain. Je sais pas si c'est le texte qui parle le mieux d'amour, mais en tout cas c'est celui qui m'est un peu venu en tête dernièrement, parce que c'est un film qui dure très longtemps, c'est 3 heures, et j'ai pris l'occasion de ma convalescence lorsque j'étais clouée par le Delta pour enfin voir La maman et la putain, et j'avoue qu'au bout de ces 2h30, 3 heures de film, il y a ce moment où il y a le personnage de Véronica, donc qui incarne un peu, disons, dans le balancement du titre, la putain, et qui au sein du trio amoureux, où il y a Jean-Pierre Léaud qui joue un peu le héros nouvelle vague 68, post-68. C'est très post-68, voilà. C'est un peu justement la désespérance de 68. Complètement, c'est un peu un homme du désastre de mai 68, où c'est un peu, ils ramassent tous les pots cassés de leurs espoirs déchus, puisque c'est un film de 73, et il erre un peu dans Paris, c'est un peu une figure encore de flâneur, c'est un autre thème qui m'est cher, qui est un peu disparu pour moi ces derniers temps. Tout est fait dans la société pour justement que les personnalités, un peu comme celle incarnée par Alexandre, jouée par Jean-Pierre Léaud dans le film, sont mises à mal, et qui, par exemple, passe le plus clair de son temps à les lire au flore et à réfléchir à quelques articles plutôt qu'à vraiment les écrire. Et il hésite entre deux femmes, donc la maman et la putain. La maman, c'est la personne qui l'héberge et qui est bien sûr plus âgée que lui, qui tient un magasin, et tout ça est directement lié à la vie de Stache, puisque tout ça a lieu dans l'appartement de sa propre maîtresse, qui était une femme mûre, pareillement. Et la putain, c'est une jeune infirmière qui alpague dans la rue. Et il n'arrive pas à choisir entre ces deux femmes, et ils finissent par avoir une espèce de trio amoureux comme ça. Et à la fin, il y a ce monologue de Véronica, donc de l'infirmière, que je vais vous faire écouter. Petit extrait. Regardez, je commence à être saoule et je bégaye. Et c'est absolument horrible, parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous, tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille de mythe, d'un air sournois, en pensant: oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez?
Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui se fait baiser n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et te faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute? Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain? Il y a que des cons, il y a que des sexes. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gai. Et je me fais baiser par n'importe qui, et on me baise et je prends mon pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, ah, comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. Il y a des choses amusantes. Il y a des choses horribles et sordides, mais putain, il y a des choses sordides et horribles. Oh, si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Je me suis fait dépuceler récemment à 20 ans, 19-20 ans, des choses récentes. Et après, je me suis fait baiser. J'ai pris un maximum d'amants, et je me suis fait baiser. Et je suis peut-être une malade chronique, le baisage chronique. Et pourtant, le baisage, j'en ai rien à foutre. Me faire encloquer, ça me ferait chier un maximum, hein. Là, j'ai un tampage dans le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, il faudra en faire un maximum. Faut m'exciter un maximum, hein, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant qui nous ressemble. Et qu'autrement c'est quelque chose de sordide. Il faut baiser quand on s'aime vraiment. Oui, je ne suis pas saoule. Si je pleure sur toute ma vie passée. Ma vie sexuelle passée qui est si courte. 5 ans de vie sexuelle. C'est très... Bon, ça continue, ça dure environ 10 minutes comme monologue, donc évidemment on va pas l'écouter en entier, mais ça peut déjà donner une idée. Et là où ça me touche, comme je disais, c'est un film post-68 où on n'a fait que parler de libération sexuelle, de allons-y, prenons tous les partenaires que l'on veut, et en l'écoutant aussi, en fait, tout à la fin, elle fait aussi une référence au couple libre, et comme quoi, voilà, c'est un peu une fumisterie, ou que sais-je. Je trouve que c'est un questionnement, évidemment, de tous les jours, de ce que c'est être en couple, ou l'amour. Et je sais que maintenant, il y a énormément de podcasts qui fleurissent sur toutes ces questions, et je trouve que c'est là où le cinéma, ou la parole d'un autre type, peut tout aussi bien nous interroger sur ces choses-là, et avec cette situation de la maman à la putain, et sur, voilà, là encore, les déconvenus d'une sexualité qui peut être, contre laquelle je n'ai évidemment rien, mais de dire, l'amour, c'est fondamentalement, et le sexe ne prend un intérêt véritable qu'à travers ça, peut-être. Après, c'est ambivalent aussi comme monologue, puisqu'elle commence en disant il n'y a pas de pute, oui, c'est pas grave, on peut baiser vraiment qui on veut, quand on veut, voilà, ça fait rien. Et en même temps, à la fin, il y a quand même au début, il y a cette espèce de dissociation entre amour et sexe, pour à la fin les réunir et dire peut-être qu'en fait la plus belle chose c'est quand même de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, quoi. Donc comment tu te situes sur ce spectre du monologue? Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est toi qui as choisi les textes, t'en parles mieux que moi, mais j'ai l'impression que moi en voyant La maman et la putain, je me suis souvenu de toutes les punchlines de Jean-Pierre Léaud qui sont très très bien écrites, très très maîtrisées. Et là c'est aussi un passage où elle est en larmes,
Voilà, elle dit qu'elle n'est pas saoule, mais peut-être que le doute, quelque part, est permis. Enfin, c'est un petit peu moins maîtrisé, ça part un peu dans un flux peut-être même paradoxal. Comment tu perçois ce paradoxe-là ? Pour te répondre à ta première remarque, finalement, je pense que tu as exactement pointé ce qui m'intéressait dans ce texte-là. À savoir, en effet, en fait, il n'y a pas de pute, chacune fait ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème là-dessus, et justement, profitons de tout ça. Et en même temps, je sais pas, quand je vois la surconsommation sur les plateformes, etc., je vois bien aussi comment ça ne rend pas finalement heureux, ou ce n'est pas, j'ai pas envie d'utiliser l'expression galvaudée, le véritable amour, mais et aussi tout le lien d'attachement réciproque, et que l'attachement, dans tous ses sens de lien, est quelque chose de très beau, voilà. Dans les douleurs et les peines, comme je le disais. Et pour une transition vis-à-vis de ce que tu disais par rapport à l'état d'ébriété du personnage ici, ça rejoint peut-être la carte que j'avais tirée au début quand je disais que cette chanson « Que je t'aime », finalement, c'est peut-être celle qu'on commence à entonner, ou plutôt vociférer quand on a quelques grammes. C'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, finalement, les textes qui parlent le plus d'amour, c'est quand on cherche plus rien à contrôler, quand il y a une émotion juste qui nous submerge, et que Jean-Pierre Léaud, voilà, il est dans la position, évidemment, un peu farceur, malicieux, du type qui contrôle tout, qui a une maîtrise parfaite de la parole, mais quand il y a quelque chose qui lâche, quand il y a plus de pause, en fait, il y a plus de posture. C'est vrai que l'alcool peut aider à atteindre ce stade-là, et c'est à ce moment-là qu'il y a une parole qui nous bouleverse. Moi, je trouve que Jean-Pierre Léaud, évidemment, j'ai envie de noter toutes ses répliques et les utiliser pour briller en société, mais là, finalement, le moment que je choisis du film, c'est quand il y a quelque chose d'autre qui affleure. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, finalement. Enfin, c'est presque une métaphore de ce que doit être l'amour par rapport à juste baiser avec n'importe qui. Voilà, c'est ça, je pense. Donc là, je crois que c'est le texte de... Alors, pardon, je fais mal mon travail. Alors, un texte qui provoque la réflexion. Bon, ça, le choix a été un peu compliqué. Je suppose que tu côtoies beaucoup de textes qui provoquent la réflexion. Ouais. Mais là, en fait, je voudrais mettre un peu deux textes en regard. Je vais partir d'un livre que j'ai lu cet été, de Valère Novarina, qui s'appelle Notre parole, dans le recueil Le théâtre des paroles. À savoir que Novarina, pour moi, c'est quand même peut-être la personne, l'écrivain français en tout cas, qui invente le plus de choses avec la langue, ou qui s'est inventé une langue et qui en explore tous les possibles, et que j'admire beaucoup, notamment au théâtre, parce qu'il fait de la question du souffle, du vide, et je trouve qu'en fait, il interroge aussi tellement de questions à sa manière de genre. Justement, c'est une question qui m'a traversée. Je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup d'hommes dans ma sélection, et en même temps, j'avais pas envie non plus de tomber dans un truc de parité oblige. Voilà, et il faut, en fait, juste me dire, je suis symptomatique du fait que ma formation littéraire, intellectuelle, artistique, est juste héritière de ces positions de pouvoir, et que il faut chercher à la combattre, mais qu'en tout cas là, quand je réfléchissais à ces textes-là, c'est ça qui me venait. Et lui, en fait, il s'intéresse à l'animal de parole, comment on peut être juste un souffle, disons, entre les deux trous qui nous constituent, et des choses comme ça. Et je trouve que c'est en fait une manière tellement créatrice et créative d'essayer d'interroger les questions du genre et langue française, qui sont quand même extrêmement reliées, puisque tout est soumis à ça quasi dans notre langue, qui me paraissent pleines, très fécondes en fait. Parce que ce qui m'interpelle toujours, quand j'ai l'occasion de parler avec des militantes, des militants, ou évidemment l'écriture inclusive, de tout ça, qui sont des sujets à prendre en considération. Mais je me dis, c'est fou comme parfois ça peut figer la langue, ou l'amoindrir, ou en faire un systématisme. En fait, moi, ça m'inquiète toujours le systématisme. Et voilà, je pense à Derrida qui dénonce beaucoup ça, c'est de dire, qu'est-ce que c'est quand on a finalement des réponses toutes faites à chaque chose, quand au lieu d'être un outil de complexité, la langue cherche à assécher, à amoindrir, à arrêter tout. Et voilà, pour moi, Novarina, il arrive à dépasser tout ça. Donc c'est ça qui m'intéressait d'abord dans ce texte, mais finalement, j'ai choisi un autre passage qui parle pas exactement de ça, mais ça c'est pour vous donner envie de lire le recueil, mais qui parle plus de la parole médiatique, en fait. Et là où peut-être c'est aussi une autre manière de me présenter, parce que j'ai aussi une activité plus dans le journalisme, mais en essayant de défendre un journalisme
qui mettent le travail aussi sur la langue en avant plutôt que d'être complètement coercitive. Donc je vais passer à la lecture. Mimons l'échange tant que nous pouvons, nous les humains, mais dans le fond, nous le savons bien. Il n'y a que les tuyaux, les vases et les ordinateurs qui communiquent. Les bêtes aussi communiquent bien. Elles font même ça parfaitement sans parler. Parler, c'est tout autre chose que d'avoir à se transmettre mutuellement des humeurs ou se déverser des idées. Parler n'est pas la transmission de quelque chose qui puisse passer de l'un à l'autre. Parler est une respiration et un jeu. Parler nie les mots. Parler est un drame. Médium, médias, communication, information. Ces mots-là nous trompent. Tous les médias nous trompent. Non par ce qu'ils disent, mais par l'image du langage qu'ils nous donnent. Un enchaînement mécanique avec un émetteur, un récepteur, une marchandise à faire passer, outil pour le dire et chose à transmettre. Au bout de cet enchaînement, c'est l'homme, c'est le parlant lui-même qui n'a rien dit. Au bout de la chaîne, il n'y a jamais que le message qui est parlé. La communication parle toute seule. Parler n'est pas communiquer. Toute vraie parole consiste non à délivrer un message, mais d'abord à se délivrer soi-même en parlant. Celui qui parle ne s'exprime pas, il renaît. Parler respire et la pensée délie. Toute vraie parole est résurrectionnelle. Et voilà, il y a plein d'autres choses, et ça m'évoquait un peu par exemple la discussion qu'on peut en voir en ce moment quand il dit « La parole se donne, ne s'échange pas. Il y a dans la parole humaine comme une danse et quelque chose qui s'offre, et comme le don de parler qui se transmet, la transmission du don de parler que nous avons reçu. » Et bon, et bien sûr, il faudrait lire l'ensemble du texte, mais déjà, je trouve que là, il y a un support... pourquoi ça me fait réfléchir ? Parce que c'est une autre chose qui me tient à cœur, c'est comment... et c'est notamment Marielle Massé, qui est une sorte d'historienne de la littérature et une essayiste qui s'est rendue un peu célèbre avec son texte Nos cabanes, et qui là avait publié un autre texte justement dans un de ces médias que je défends qui s'appelle AOC, qui s'appelait Parole et pollution, et qui en fait cherchait à voir la crise écologique de la parole. En fait, de dire que la parole a aussi un rôle à jouer dans la lutte écologique, mais par son champ même, disons, et qu'il faudrait considérer cette parole comme une zone à défendre aussi, une zone critique, pour prendre les mots de Bruno Latour, et de prendre soin de tous ces échanges-là, et comment la parole a vraiment son rôle à jouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, oui, cette parole-là, et pas seulement les mots, parce qu'elle dit qu'en fait, c'est la grammaire qui est importante, parce que c'est dans la grammaire qu'on crée des liens, qu'on associe des idées, des gens, des choses dans et par et avec le monde. Et je trouve que c'est vraiment une idée qui lui est très propre, de cette politique des liens et autres. Et je trouve que c'est vrai qu'on a parfois tendance à être un peu sévère avec des pensées comme celle de Marielle Massé en disant voilà, c'est pas avec ça qu'on va combattre Total ou autre, mais je trouve qu'en fait dans toutes ces luttes, c'est comment chacun aussi à son endroit et avec ses armes très spécifiques, on peut créer la possibilité d'autre chose ou d'autres moyens de lutter justement, et qu'on a besoin de tout cet écosystème pour dépolluer le monde aussi, et c'est vrai que là on l'a bien vu avec ces derniers mois, il y a eu quand même une sorte de grand manque de la parole, ou justement une parole qui manque à chaque fois, où on a sans cesse voulu nous asséner des mots de plus en plus technocratiques. Je pourrais prendre des exemples dans son texte qui sont assez formidables. J'en avais sélectionné un peu quelques-uns. C'est notamment au début... De toute façon, je pense qu'on prend à peu près n'importe quelle citation. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, je peux, juste pour... celui-là, par exemple, est très symptomatique. Polluant encore cet acharnement des sciences dominantes, à ne dialoguer qu'avec elles-mêmes, lorsque des économistes découvrent que l'abandon de l'hôpital public, de l'école, de l'université, ce n'était pas une bonne idée, mais tournent en boucle dans leur langue inchangée, parlant de l'éducation comme d'une dépense d'investissement, incapables de prononcer des mots comme pauvreté, amour, vie. C'est bien qu'ils n'entendaient rien et ne veulent toujours rien entendre, rien que de ce qui se dit, se pense, dans leur maigre langue.
Voilà, et pour moi, c'est très symptomatique. C'est pour ça que je trouve que c'est notamment, par exemple, ces mots qui apparaissent, pauvreté, amour, vie. Et c'est bien tous les textes que j'ai lus auparavant ou qu'on va lire après et que sûrement tes autres invités vont faire partager. C'est là où on voit que ces mots-là qui vivent dans ces textes-là et qu'il faut mettre aussi en avant d'être complètement détérioré, désastré par ça fait son aussi langage. Écho au désastre, le fait de perdre ces étoiles-là, ces mots-là. Et est-ce que tu arrives à trouver des zones à défendre de parole dans un univers de communication technocratique ? Est-ce que j'y arrive oui, justement, je pense qu'on trouve un refuge à ça dans encore certains lieux, certaines conversations, ce qu'on est en train de faire, peut-être très modestement, mais qu'on fait quand même. Et je sais pas, on met souvent aussi en avant toute cette agressivité que les gens auraient, tout ça. Et moi, j'ai l'impression que plus on est doux, plus en fait on trouve et ça demande beaucoup de force aussi, de combattre l'agressivité du monde et des autres par un surplus de douceur. Mais je trouve que cette douceur est tellement désarmante, pour le coup. Enfin, je sais pas, je conseille à tout le monde de faire le test. Il y a quelqu'un, je sais pas, dans une file d'attente ou quoi, qui vous parle très mal, pour une raison X ou Y, mais globalement injustifiée souvent. Et répondez-lui, mais avec la plus grande douceur possible. Et vous verrez la personne, mais complètement perdre ses moyens. Et je ne sais pas si ça peut être à grande échelle une politique de la douceur. Là encore, on pourrait me taxer de ça me parle, politique de la douceur. Politique de la douceur, ouais. En tout cas, à l'échelle de nos petites vies, je pense que ça peut être intéressant à mettre en place et à défendre. Donc oui, je vois encore des îlots là-dedans. Et puis, je sais pas, on a beaucoup parlé aussi maintenant de libération de la parole. Et je trouve qu'il y a quand même une attention à ce que ça se fasse dans les conditions justement les plus douces possibles. Après, on pourrait contrebalancer ça avec toute cette injonction à la bienveillance. Et une autre phrase à laquelle j'avais pensé peut-être comme texte qui fait réfléchir, c'était la campagne que fait RTL en ce moment avec ces images de personnes qui font des free hugs et avec le sous-titre Revivre ensemble, je crois que c'est ça. Et on voit bien comment aussi il ne faut pas que cette politique de la douceur soit elle-même récupérée par une volonté de consensus débilitante. C'est là où on voit la grande force en fait de tout ça. C'est même quand on veut ramener un peu de sincérité et de douceur, on voit que ça peut être récupéré de la façon la plus ignoble possible. Parce que politique de la douceur ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence qui est nécessaire à certains endroits. Mais je crois que c'est Françoise Vergès qui disait qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la capacité je sais plus si c'était le néolibéralisme ou le patriarcat, mais de s'approprier, y compris les luttes les plus radicales et leur vocabulaire. Et voilà, qu'il faut faire très attention à ça. Et en effet, peut-être avoir une politique radicale de la douceur. Politique radicale de la douceur. Écoute, je pense que là, on tient le sigle parfait ensuite pour lancer notre mouvement. Mais oui, non, mais après, ce que tu dis, c'est une idée assez, qui a déjà été dite et redite, mais on voit justement toute la défense des minorités, comment elle peut être récupérée par l'industrie de la mode et consorts. Donc c'est là où c'est vrai que si on met la question sociale en avant, on s'éloigne peut-être de parole et pollution, mais c'est encore un autre exemple de pollution de la parole. Oui, comment les mots eux-mêmes sont capitalisés. Peuvent être capitalisés, pollués. Bon, la route est encore longue, mais haut les cœurs. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit. Bon, là, je vais faire preuve du bris, là. Et donc, j'ai sorti... on venait sur la même lignée, puisque c'est Alcool. d'Apollinaire. Finalement, je pense que je vais faire tes questions sont comme un éthylotest. on va mettre ça comme ça. Mais peut-être que l'amour a besoin d'une certaine ébriété ou désinhibition. Et surtout, l'amour provoque l'ivresse. Une autre forme d'ivresse, peut-être. L'amour est un alcool, peut-être. L'amour est un alcool, en effet. Je pense que ça peut être... Mais bon, là, c'est un peu l'alcool triste, puisque moi, il y a un texte... évidemment, super célèbre, mais qui ne cesse de m'accompagner, disons,
dans j'allais dire ma jeune vie, mais qui l'est de moins en moins. Je blague. Et c'est la chanson du mal-aimé. Je vais juste en lire quelques vers pour raviver les mémoires. Donc c'est un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon qui sifflotait main dans les poches. Nous semblions entre les maisons, ondes ouvertes de la mer Rouge, lui les Hébreux, moi Pharaon. Que tombent ces vagues de briques. Si tu ne fus pas bien aimé, je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse son armée, si tu n'es pas l'amour unique. Au tournant d'une rue brûlant de tous les feux de ses façades, plaie du brouillard sanguinolent, où se lamentaient les façades, une femme lui ressemblant. C'était son regard d'inhumaine, la cicatrice à son cou nu, sortie saoule d'une taverne, au moment où je reconnus la fausseté de l'amour même. Et je saute et je reprends un peu plus loin. J'ai hiverné dans mon passé, revienne le soleil de Pâques, pour chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste, moins que ma vie martyrisée. Mon beau navire ô ma mémoire, avons-nous assez navigué, dans une onde mauvaise à boire, avons-nous assez divagué, de la belle aube au triste soir. Bon, je m'arrête là. Oui, finalement, en fait, c'est assez intéressant parce que j'ai pas forcément fait les liens, mais je trouve que ça... Il y a des liens qui se font tout seuls, j'ai l'impression. Ouais, ça résonne, enfin, je sais pas qu'est-ce que ça raconte, en tout cas, mais qui se tisse avec plusieurs choses qu'on s'est déjà dites. J'imagine, donc pourquoi ce texte, je sais pas, parce que je trouve qu'Apollinaire, enfin, notamment là, enfin, c'est presque le comble de ça, c'est qu'il a quand même un art de manier le haut et le bas, des références à la fois un peu ironiques, et j'aime quand il y a un peu de malice, quand on se prend pas trop au sérieux tout en faisant un effet de sérieux, avec toutes ces références, je suis le souverain d'Égypte et tout ça, et toute la petite mythologie personnelle qui peut se créer aussi, et les choses les plus basses ou curieuses ou nouvelles de la modernité, comme ça a été souvent dit à son sujet. Et je trouve que, voilà, moi c'est un truc en tout cas qui, dans mon écriture, dans l'écriture, puisque c'est le texte qu'on aurait rêvé d'écrire, me guide, c'est un peu une quête d'arriver à, je trouve, manier énormément de références sans crouler sous elles, ni être soumise à elles. Et en créant quand même quelque chose de nouveau, voilà, et de furieusement singulier. Oui, je pense que c'est ça que je peux dire, pourquoi aussi ce texte. Et as-tu assez navigué ? Je pense que c'est un texte, je sais pas, qui m'accompagne depuis 10 ans maintenant. Et c'est vrai que je trouve que c'est voilà, comme sûrement tous les grands textes, quand on les relit, ils nous parlent à chaque fois de façon différente. Et maintenant, je jette sûrement avec un petit regard en coin et un sourire en coin, surtout mes premières lectures, en me disant, voilà, il y avait les premières découvertes de l'amour, et ensuite, on le redécouvre avec les premières fins et les premiers drames. Et finalement, il y a... et mon beau navire, ma mémoire, ne fait que naviguer et continuera à naviguer. Il y a une sorte de beauté triste et belle comme peut l'être ces malheurs-là, qui m'intéressent, voilà. Et dans lequel, je pense, on peut aussi tous et toutes se reconnaître plus ou moins. Alors, un texte à offrir. Alors, un texte à offrir, justement, je l'ai offert, donc je ne l'ai pas là. Mais c'est « Je suis un monstre qui vous parle » de Paul B. Preciado. Je trouve que c'est rare, en fait, les textes qui, dès la première lecture, comme ça, font quand même l'effet d'une bombe. Toi qui travailles sur les monstres, j'imagine qu'il a su te parler aussi. Et je trouve, oui, voilà, on a l'impression, voilà, une grenade qui nous est lancée en pleine face, et ça nous explose à la tête, et on se dit, waouh, ça va trop vite. Et moi-même, voilà, on pense être assez déconstruite et tout, et on se dit, en fait, si on atteint à ce degré-là, ok, il faut que je m'assoie et je réfléchisse. Et moi, Preciado, je l'avais connu aussi il y a maintenant pas mal d'années à travers Testo Junkie. Et c'est vrai que déjà, ça m'avait un peu matraquée, dans le bon sens du terme, mais je pense que j'en avais pas encore pris totalement la mesure.
Et je trouve que ça, c'est un texte à offrir parce que c'est court. Pour une fois, c'est aussi assez agréable et rapide à lire, ce qui n'est pas négligeable. Et qui, je pense, peut vraiment fragiliser et permettre de reconstruire autre chose dans notre société. Voilà, un grand texte pour ça. Et c'est un beau cadeau d'aider quelqu'un à fragiliser les codes de la société ? Est-ce que c'est un beau cadeau ? C'est peut-être un cadeau empoisonné, en effet. Souvent on dit, peut-être vaut mieux rester avec ses œillères ou son déni et continuer à vivre sa vie tranquillement. Après, je sais pas, moi je pense que c'est aussi intéressant de passer par quelques orages pour avoir des vents nouveaux qui nous emmènent... voilà, c'est un peu, je sais pas, on pourrait reprendre la vieille métaphore de l'orage, de la tempête. C'est un autre livre que j'avais hésité à prendre qui fait écho à L'homme du désastre. C'est Naufrage avec spectateur de Hans Blumberg, où il dit ce qui est fabuleux, c'est quand en fait on a toujours pu apprécier les naufrages et les tempêtes, etc. Quand on est nous-mêmes bien installés sur une corniche et qu'on voit ça de loin, quand on est en position de spectateur. Mais je pense qu'il y a aussi tout un cheminement intéressant quand nous-mêmes on devient matelot sur ce navire qui passe par tous les vents et qui après, voilà, une fois l'orage passé, peut découvrir de nouveaux horizons et toucher à de nouveaux continents et que ça peut être très beau. Et oui, pourquoi peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, cet ouvrage est intéressant, produit cet effet-là, c'est parce que c'est une conférence faite lors de la journée annuelle des psychanalystes et que Preciado arrive en disant, écoutez, selon vous, votre épistémé, donc votre cadre pour penser le monde encore aujourd'hui, une notion qu'il emprunte à Foucault. Il y a cet épistémé où il y a des hommes, des femmes, mais je pense que c'est... en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je pense que c'est une manière de penser qu'on peut peut-être ouvrir à d'autres choses ou apposer à d'autres choses, et que donc dans cet épistémé, je suis un monstre qui vous parle, parce que je suis comme un... Et il reprend la métaphore de la tour où atterrir, il dit moi je ne peux pas atterrir parce qu'il n'y a pas encore de piste d'atterrissage dans votre aéroport, et donc voilà, où j'atterris, qu'est-ce qu'on fait de moi, et que donc il va bien falloir un moment que j'atterrisse, et c'est à vous de changer et à me prendre à tout exploser ou à reconstruire, et voilà. Et je pense qu'il y a plein de clés très intéressantes pour penser plein de choses dans notre monde qui sont souvent caricaturées ou qu'on cherche à opposer, alors que ça devrait tous nous interroger dans nos plus grandes intimités. Et donc, voilà, un beau cadeau pour aller dans la tempête et espérer atteindre de nouveaux rivages. Et un cadeau utopique, puisqu'en effet, comme tu dis, c'est le changement de son corps, le changement de son identité qui préfigure ou qui veut susciter... le changement du monde. Oui, c'est une politique par la subjectivité, qui probablement n'est pas suffisante, là encore, mais me semble extrêmement nécessaire. Et je trouve qu'il y a tellement de désarroi et de sentiments d'impuissance qu'on cherche de toute façon à nous imposer et qu'on réussit, au moins mettre en chantier ça, tout en ayant un regard aussi panoramique sur le monde, me semble intéressant. Et là encore, je mettrais ça aussi en lien avec ce que je disais de Novarina ou d'autres, mais voilà, comment ça peut ouvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de parler, de penser et de vivre pour soi et pour les autres. Le texte dans lequel tu aimerais vivre ? Alors j'ai choisi le texte Les guerrières de Monique Wittig. Parce que pourquoi j'aimerais peut-être vivre dedans, sachant que c'est une sorte d'épopée féministe qui passe donc à la fois par cette espèce de narration qui reprend un peu une sorte de chanson chevaleresque, mais où les femmes sont mises en avant pour une fois et ne sont pas dans leur donjon à se peigner les cheveux. Et à la fois donc il y a dans la narration ça, et la révolution passe aussi par la langue. Et donc c'est vrai que c'est difficile de tirer vraiment une histoire de ce livre, de dire ce qu'il raconte. Donc c'est un groupe de femmes qui créent ensemble une communauté, là aussi, utopique et qui s'écarte du monde patriarcal, hétérosexuel. Pour moi, en fait, c'est comment on peut écrire aussi une épopée au féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un féminin pluriel et que dans le parcours de Wittig elle-même,
finalement, elle a préfiguré ce que je disais à propos de Preciado, de comment on peut abolir la distinction homme-femme. Enfin, quand on lit La pensée straight, il y a vraiment tout ça qui est en germe, qu'elle annonce, mais c'est comme si elle avait trop d'avance sur son temps, et c'est des décennies plus tard, et avec un penseur comme Preciado, que ça devient acceptable, enfin plus ou moins, mais en tout cas que maintenant c'est une pensée qui a son droit de citer. Et ça, Les guerrières, déjà j'aime beaucoup le titre, mais une première étape de ça. Et que, en effet, épopée, pourquoi ? Parce que il y a vraiment un truc de, je sais pas, on a l'impression d'être l'Énéide, quoi. C'est des chants, c'est un truc sur le phrasé, le rythme, et de bataille, et de tout ça, et de prendre les armes. Mais on voit bien que c'est aussi prendre les armes contre le langage lui-même, et d'utiliser certaines expressions pour les dévider, les retourner, les abattre, parce qu'il y a déjà l'idée que le langage lui-même forme le monde, forme les représentations. En fait, le monde ne vit que selon aussi nos représentations, enfin nos sociétés du moins, et qu'il y a donc un travail sur le langage à faire là-dessus. Et je pense qu'en fait, tous les textes que j'ai choisis, c'est aussi une sorte de lettre d'amour, mais aussi de profession de foi au langage et au possible de la parole. Et qu'il y a quelque chose de défendu là-dedans qui est très très fort. Et oui, il y a la communauté de femmes, parce que à plusieurs reprises, enfin, il y a plein juste de prénoms qui viennent, dont on entend par les sonorités, enfin la graphie aussi, qu'ils viennent de partout dans le monde. Donc pourquoi ça m'intéresse de lire ça, enfin de vivre dans ce livre, c'est qu'on voit une sorte de sororité mondiale et qui fait beaucoup écho aussi à notre époque. Enfin, ça montre le champ utopique de la littérature, comment il est intéressant en fait, et comment il a presque toujours un coup d'avance, et qui l'aide à penser le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et enfin, juste pour vous donner, je sais pas, par exemple, un exemple du ton. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été des maîtresses des poisons, des vents de volonté. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, le système de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Elles alors entonnent le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les maux dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à 3 pieds. » Et voilà, et je trouve aussi qu'il y a, oui, je disais ce souffle épique, mais aussi de l'humour, et ça mêle plein de registres, et que, en fait, presque dans la première page, ça résume l'ambition du livre. C'est quoi ? Les cris, les rires, les mouvements, elles affirment triomphant que tout geste est renversement. Et pour moi, c'est le projet du livre, c'est d'offrir une parole qui est un renversement de l'ordre établi, de l'ordre du langage, et de créer un chaos qui peut faire advenir autre chose. Et donc ça résonne en moi, cet enthousiasme en plus dont est porteur le livre, et j'ai l'impression que je vais peut-être bientôt vivre dans ce livre prochainement. Après, c'est des femmes qui prennent les armes, et c'est vraiment un point essentiel des débats féministes ces dernières années, la violence des femmes, la violence féministe, et est-ce qu'il faut... Ces fameuses féminazis. Non, mais est-ce qu'il faut résoudre à un moment, est-ce qu'il ne faut pas résoudre les problèmes avec la violence ? Et voilà, c'est intéressant, mais ça s'éloigne un peu de ce qu'on disait sur la politique radicale de la douceur. En fait, ce qui est déjà intéressant dans le livre, c'est que ce n'est pas contre les hommes. Il y a d'ailleurs plusieurs hommes dont il est dit... les aident, qui participent aux cérémonies de deuil, etc., qui se battent à leur côté. Donc c'est aussi ce système d'alliance. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut une grande douceur, et en même temps, il y a des combats à mener. Après, moi, j'entendrais cette violence-là, et ce combat-là, et ce souffle épique comme une envie de reconquête d'aussi ces registres-là, qui sont fondamentalement masculins. Mais je verrais ces guerres-là aussi de façon très métaphorique pour moi. J'imagine pas en effet qu'on va
c'est des méthodes qui sont utilisées déjà par d'autres mouvements et qu'il y a d'autres façons de lutter. Oui, moi je le verrais de façon poétique, métaphorique et bien sûr ça peut passer par une grande douceur, mais c'est vrai que on peut retomber dans la fatigue de la militante, de la pédagogie, tout ça. Je pense qu'il faut avoir en face aussi des interlocuteurs qui sont prêts à bouger eux-mêmes et parfois il y a peut-être un peu de secousse et quelques armes qui sont plus nécessaires que d'autres. Mais ça ne remet pas, pour moi, en cause aussi la politique radicale de la douceur. Et sachant que je dis ça aussi pour te titiller un peu, et qu'en réalité, chez Monique Wittig, il y a aussi une politique radicale de la douceur. Et en fait, moi, j'ai fait ce questionnaire aussi pour moi, avant de l'imposer aux autres. Et moi, ce que j'avais dans Texte qui parle le mieux d'amour, c'était Brouillon pour un dictionnaire des amantes de Monique Wittig et Sandy Zeig, qui pour le coup propose une politique radicale de la douceur. Je ne sais pas si je vois à peu près, c'était la période américaine avec sa compagne et oui, justement ça rejoint aussi quand on parlait de renouveler le couple ou le réinventer et à travers peut-être cette politique radicale de la douceur et de se prendre soin les uns des autres et c'est vrai, oui, pour moi c'est pas du tout antinomique. C'est juste que je pense qu'il faut s'adapter aux situations et voir quel chemin on doit prendre pour, là encore, faire un monde meilleur. Vaste ambition. Non, mais c'est ça qu'il faut viser, c'est ça qu'on cherche. Bien sûr. Alors, pour finir, ta carte blanche. Alors, ma petite carte blanche, écoute, j'ai un peu justement pris ça dans ma bibliothèque et je trouvais que ça résonnait assez bien avec l'exercice que tu me proposais, parce que ça s'appelle « Autoportrait dans l'atelier » de Giorgio Agamben. Loin de moi de vouloir me comparer à Agamben, mais en fait j'adore ce genre d'exercice que tu proposes. C'est vrai que ça permet de découvrir des textes, les gens, et de créer des situations un peu déviées de l'ordinaire. Et lui, c'est un livre très beau, qui pourrait être aussi un livre à offrir. Je l'ai un peu pensé aussi comme ça. Et il fait son autoportrait à travers les textes des autres. Il cite beaucoup Walter Benjamin ou Simone Weil, tous ces gens tous ces textes, ces personnes, ces pensées qui nous traversent et nous habitent et finalement nous tissent et s'entrelacent avec nous-mêmes. Et donc je trouve que c'est exactement un peu ce qu'on est en train de faire là. Avec ça se mêlent pour lui des photographies et des extraits de ses journaux et du travail de l'écrivain lui-même. Voilà, c'est juste un très très beau livre. Et je peux peut-être finir en citant la dernière page, parce que donc par cette recollection, j'aime beaucoup l'idée du fragment ou des formes comme ça où on s'inspire d'autres œuvres pour en créer une soi-même. Et pour lui, c'est aussi un livre un peu de fin, d'un homme déjà très très âgé et qui se retourne sur son existence. Et c'est là où on voit le bonheur de la mémoire à travers les textes, les ouvrages et comment ils peuvent continuer à vivre aussi à travers ces prismes-là. Donc la dernière page. Aimer, croire en quelqu'un ou en quelque chose ne signifie pas accepter comme vrai des dogmes ou des doctrines. C'est plutôt comme rester fidèle à l'émotion que l'on a éprouvée en regardant le ciel étoilé quand on était enfant. Et c'est certainement en ce sens que j'ai cru dans les personnes et dans les choses qui ont été évoquées ici une à une au fil de l'écriture. J'ai tenté de ne pas les oublier, de respecter la parole tacitement donnée. Mais si je devais dire maintenant en quoi j'ai finalement mis mes espoirs et ma foi, je ne pourrais que confesser à mi-voix. Pas dans le ciel, dans l'herbe. Dans l'herbe, sous toutes ses formes, les touffes faites de minces brins, le trèfle blanc, le lupin, le pourpier, la bourrache, le pissenlit, la lobélie, la menthe, mais aussi les graminées et l'ortie dans toutes leurs espèces, et la noble acanthe, qui couvre une partie du jardin où je me promène chaque jour. L'herbe est Dieu. Dans l'herbe, en Dieu, se trouvent tous ceux que j'ai aimés. Pour l'herbe et dans l'herbe, et comme l'herbe, j'ai vécu et je vivrai. Et on retrouve une certaine image du ciel étoilé pour conjurer le désastre.
Oui, d'une part, et de l'enfance aussi, de cette enfance que voilà, je suis assez... Enfin, ça me touche que ce vieil homme, finalement, se tourne vers l'herbe, qui, pour moi, voilà, ces herbes vertes du printemps, quand on saute au-dessus du jet d'eau, quand on est gosse, et on se dit le bonheur est là. Et ça rejoint, oui, en effet, aussi ce désastre de cette étoile de l'enfance qu'on cherche à chaque fois à reconquérir, et que finalement, on peut réussir à atteindre aussi par une forme de contemplation et par l'écriture, j'ai l'impression. Donc ça me semblait une bonne conclusion. Merci. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et pourra vous inspirer à retrouver dans un ciel creux des astres, à chanter que je t'aime en état d'ébriété ou à refaire le monde, ce qui n'est peut-être d'ailleurs qu'un seul et même geste. Vous pouvez notamment lire les articles d'Isée sur le site AOC dont nous avons parlé, mais aussi l'écouter dans l'Esprit Critique sur Mediapart et elle est également réalisatrice. Donc ouvrez l'œil pour voir ces films. L'homme du désastre de Christian Bobin est paru chez Fata Morgana en 1986 et vient d'y être réédité. La maman et la putain de Jean Eustache, réalisé en 1973, est actuellement indisponible en DVD, mais on peut le trouver par exemple en intégralité sur YouTube. Notre parole de Valère Novarina est un texte extrait du recueil Le Théâtre des Paroles, paru chez POL en 1989. Paroles et pollution de Marielle Massé a été publié sur AOC le 29 janvier 2021. Alcool de Guillaume Apollinaire est paru au Mercure de France en 1913. Je suis un monstre qui vous parle, rapport pour une académie de psychanalystes de Paul B. Preciado, est paru chez Grasset en 2020. Les guerrières de Monique Wittig est paru aux éditions de Minuit en 1969. Autoportrait dans l'atelier de Giorgio Agamben est paru chez l'Arachnéen en 2020. Le podcast Intertexte est réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre et habillé d'une archive musicale composée par John H. Gloverkind au début du siècle dernier. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour de nouvelles aventures textuelles.